le directeur du CVPC, le Centre valaisan de perfectionnement continu. Une deuxième casquette, c'est le président du Forum roman de la FSEA. Et une troisième qui n'est pas moins intéressante, c'est le président d'Agir. Il va vous expliquer peut-être, parce que le reste, c'est assez clair, ce qu'est Agir, déjà en démarrant. Voilà, à toi Simon, pour mieux te présenter et puis présenter peut-être Agir. Merci beaucoup Thierry. Donc, en deux mots, Agir, c'est une association de grandes institutions de formation romande. Donc, c'était anciennement intitulé Réforme. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Réforme. Maintenant, ça s'appelle Agir depuis l'été passé. Et le but, c'est vraiment de… Donc, ça rassemble les principaux centres de formation, enfin, les centres de formation de Suisse romande. Et le but, c'est de pouvoir échanger des expériences et surtout collaborer pour mettre en place des actions de formation au niveau roman de manière collaborative. Donc, par exemple, on a le diplôme fédéral en ressources humaines, qui est une formation qui, on va dire, qui amène très peu de participants par année. Il y en a environ une quinzaine, sauf erreur, une dizaine, une quinzaine au niveau suisse par année. Donc, l'idée, c'est de se mettre ensemble et d'assurer cette formation sur le plan roman pour finalement assurer la formation qui ne pourrait pas avoir lieu au niveau cantonal uniquement. Et c'est quelque chose qu'on a abordé jusque maintenant, finalement avec la visibilité qu'il a sur les différents centres cantonaux de formation, un peu quelle est la situation au niveau des différents centres? Est-ce qu'il y a des différences entre les cantons? Déjà commencer par ça, ou bien est-ce que c'est vraiment le même genre de problématique tous azimuts? Bon, je dirais que on fait face à tous à la même situation, hein. On a l'obligation finalement de repousser les cours ou alors de trouver d'autres solutions comme de les donner à distance. Et puis pour ça, on va dire que certains centres de formation sont mieux préparés que d'autres. Certains centres de formation ont déjà mis en place des actions de formation à distance ou en blended learning ou ont déjà l'infrastructure nécessaire pour donner ce genre de formation. Donc là, c'est clair que ça donne, il y a une différence, il y a un décalage entre les centres de formation. Et puis aussi, je dirais, du point de vue du statut du centre de formation, s'il est étatisé, para-étatisé ou totalement indépendant, finalement, nous, on est un centre de formation totalement indépendant et ça nous a permis, le fait d'être totalement indépendant, ça nous a permis d'être très réactifs par rapport à la situation, aussi d'investir dans certaines infrastructures de manière très rapidement, de donner des outils à nos formateurs pour qu'ils mettent en place des actions de formation. Et puis, je pense que ça nous a permis de nous retourner assez vite. Donc, à mon avis, oui, on fait face tous à la même situation. J'entendais M. Nero avant qui disait que c'était très compliqué de replanifier les actions de formation. Et puis ça, c'est une réalité aussi chez nous. C'est très compliqué. On jongle avec l'été également. On jongle avec le distanciel quand c'est nécessaire et quand les participants également sont ouverts à cette technologie-là. Et puis voilà. Ok. Et pendant, justement, pour le moment, quels sont les principaux enjeux, même déjà pour le CVPC, au niveau organisationnel? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le principal enjeu, je pense, pour nous, également aussi, comme l'a dit M. Nérou avant, c'est que certaines associations professionnelles n'ont pas repoussé les examens qui ont lieu, par exemple, en septembre ou en octobre. Les examens finaux sont toujours assurés. Donc, nous, derrière, centre de formation, on doit également assurer la formation pour préparer au mieux les participants à ces examens finaux. Et puis ça a été le gros défi finalement. Nous, on a mis la priorité là-dessus. Donc, ça veut dire que toutes les formations qui avaient ce genre d'exigence, soit par un examen final, soit par des directives, on a mis en place des actions de formation à distance. Donc, ça, c'était le principal. Et puis, on a aussi eu des formations qui avaient moins d'exigences, on va dire, par exemple des séminaires, qu'on a pu assez facilement aussi mettre à distance, mais qu'on a préféré plutôt reporter parce que le présentiel est très important dans la formation et puis à mon avis, il restera toujours très important. Ok. Et comment vois-tu
la rentrée, on a déjà parlé de l'automne dans la première partie. Bon, est-ce qu'elle sera, comme on l'a dit, étonnante, avec toutes sortes de nouveautés, ou comment est-ce que tu vois déjà la chose aujourd'hui? Quels sont les éléments qui t'apparaissent importants? C'est difficile à dire, mais je pense que finalement, ce coronavirus, ça a été une excellente phase de test à tout niveau, hein, que ce soit pour nous, centres de formation. Ça fait un moment que tous les centres de formation, je pense, euh, recherchent ou bien analysent la façon dont ils pourraient donner des formations à distance ou en blended learning. Donc finalement, le coronavirus, cette phase a été une grande phase de test. On a pu mettre en place ces actions de formation. Elle a été aussi une grande phase de test pour les formateurs, pour tester finalement ces nouvelles technologies, pour essayer, avec un public finalement d'apprenants un peu plus tolérant, on va dire, face à la situation, qui accepte que tout ne soit pas picobello et puis que les solutions puissent avoir quelques couacs. Mais en tout cas, ça a aussi été pour les apprenants une expérience de formation qui était différente. Donc, je pense qu'il y aura certainement un après-coronavirus et les centres de formation doivent, à mon avis, clairement définir leur vision, le futur de la formation, la méthodologie aussi qu'ils souhaitent mettre en place. S'ils souhaitent garder des formations pures présentielles, ce qui est aussi une alternative, hein, je pense qu'elle a toute sa raison d'être, mais également s'ils veulent mettre des formations purement à distance ou avoir un mix des deux, soit en blended learning. Et dans ce cas-là, il faut aussi qu'ils se posent la question de l'infrastructure à avoir du point de vue technique, aussi des compétences des collaborateurs internes. Pardon. Comment faire cette formation, avec quels outils. Enfin, tout doit être vraiment très, très cadré, je pense. Donc, ça va vraiment, à mon avis, ça va clairement évoluer. Donc, l'offre de formation des centres vont évoluer. Donc, on aura peut-être des formations en blended learning. En tout cas, nous, c'est vers quoi on tend. D'autres centres de formation vont proposer les deux alternatives, soit des formations à 100% en présentiel et à 100% à distance. Le rôle du formateur va, à mon avis, également évoluer, le rôle et la posture du formateur. Comme je l'ai dit avant dans le groupe, le fait de faire de la formation à distance, on ne donne pas de la formation à distance exactement la même chose qu'on donnait en présentiel. Donc, c'est beaucoup plus difficile de maintenir les personnes 4 heures de temps via une vidéoconférence que de pouvoir interagir en classe. Donc là, il y a plein de défis. Et puis, à mon avis aussi, finalement, la demande, elle va évoluer. Et puis, c'est ce sur quoi on doit s'attarder parce que on travaille tous, finalement, que centre de formation ou formateur, on travaille tous pour servir, on va dire, le client, mais surtout transmettre de la matière, un savoir-faire aux participants. Et puis ce savoir-faire a été transmis différemment et peut-être que ces participants ont apprécié vraiment d'avoir cette nouvelle forme de formation. Donc je pense que finalement, il y aura peut-être aussi clairement une demande de la part des apprenants, de la part des entreprises pour de la formation à distance qui se voudra plus personnalisée, plus flexible, parce qu'on reste à la maison, on peut travailler différemment. Donc, je pense que c'est vraiment un grand défi pour tous. On a eu la phase de test, maintenant il faut en tirer les conclusions et puis aller de l'avant en se formant, que ce soit pour les centres de formation qui doivent acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place ce genre d'action de formation et pour les formateurs qui doivent se mettre à jour avec les nouvelles technologies. Et puis ça va se faire, à mon avis, de concert entre les formateurs et les centres de formation. Tu as évoqué le fait que les formateurs devaient apprendre ou réapprendre à travailler différemment. Est-ce Mhm. que maintenant, avec le peu d'expérience qu'il y a, mais est-ce qu'il y a des choses qui déjà se, se décantent ou qu'on peut apercevoir comme difficulté ou comme par rapport à cette nouvelle manière de donner des formations pour des formateurs qui, pour beaucoup, ne sont pas des professionnels non plus? C'est sûr, il y a quelques freins déjà peut-être psychologiques pour certains. Il y a aussi à niveau technique, certains formateurs qui n'ont pas la connaissance de toutes
technologies et également tous les outils qu'ils peuvent utiliser pour mettre en place leurs actions de formation. Et après, connaître les outils, c'est une chose, mais il faut savoir les utiliser à bon escient. Et puis là, les centres de formation, à mon avis, ont un rôle finalement, ont un rôle de formation, doivent donner les outils aux formateurs, enfin, doivent mettre en place des actions de formation pour que les formateurs puissent se former sur ces nouveaux outils et puis que finalement on aille vers une formation un peu plus de qualité et professionnalisée. Ok. Au niveau des outils que vous utilisez au CVPC, est-ce que vous avez des outils particuliers? On a évoqué Zoom, Teams, mais est-ce que vous avez d'autres outils ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez mettre en place? Oui, alors au-delà des outils, je dirais, je parlerai plus particulièrement de la méthodologie. Au CVPC, donc, on a défini une méthodologie claire qu'on veut mettre en place dans le futur. Hein. On va aussi regarder toujours avec les formateurs et puis en fonction de la thématique qui sera abordée. Mais on parle beaucoup de méthodologie parce que juste faire une vidéo pour faire une vidéo, avoir que la vidéo sans rien autour, pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment travailler avec un essaim de méthodologie, de technologie, de support didactique et pédagogique pour donner une bonne action de formation. Donc nous, on va faire typiquement pour les vidéos, on va faire des vidéos très courtes, très cadrées. Le but, c'est qu'elles ne fassent pas plus de 5 minutes, qu'une matière soit transmise de manière très simple. On va rajouter du motion design là-dessus. Je vois que Monsieur Jean-Pierre Besse a un fond vert derrière. C'est un des outils finalement qu'on utilise pour faire des vidéos de qualité. Et au-delà de la vidéo, finalement, il y a tout le, je veux dire, les exercices qui vont pouvoir être faits après en lien avec la vidéo via Padlet, via Teams, bien sûr, et via d'autres logiciels, par exemple Trello, Google Drive. Enfin, il y en a vraiment pléthore, il y en a plein. Et je pense que la méthodologie là est très importante. Et puis d'avoir un bon mix de toutes ces technologies, et y compris le présentiel. Nous, c'est vraiment le présentiel, on ne va jamais faire une croix dessus, ça va toujours avoir sa place. Justement, je pense que d'ailleurs, le e-learning, tout ce qui est des outils digitaux, doivent servir le présentiel. Ça, c'est mon avis. Je pense que voilà, je m'égare peut-être un petit peu, mais en tout cas, au CVPC, on est vraiment axé sur une méthodologie qui a été bien réfléchie et bien travaillée, qui peut s'appliquer à plusieurs formations, qui sera toujours bien sûr discutée avec le formateur, mais pour finalement avoir une bonne qualité de prestation de formation, et puis que cette formation, elle se fasse de concert, encore une fois, avec le formateur et avec le centre de formation. Le formateur, finalement, il ne soit pas largué. On ne lui dise pas juste fais de la formation à distance. Pour moi, il faut quand même un accompagnement et de la formation. On a évoqué les formateurs. Maintenant, est-ce que les feedbacks des participants avec cette nouvelle manière de faire du présentiel et enfin de faire des vidéos et de faire des sessions en vidéoconférence, c'est quoi les premiers retours des participants? Est-ce qu'ils sont surpris, heureux? Alors, les premiers retours qu'on a eu des participants, ce sont des retours. Enfin, on n'a eu que des retours positifs finalement. Uniquement des retours positifs et de la part des participants et de la part des formateurs également, même des formateurs des fois les plus réticents qui se sont mis finalement à donner de la formation via Teams, par vidéoconférence, via des outils assez simples. Ils ont été étonnés finalement de ce que pouvait apporter cette technologie-là et puis finalement de la facilité de pouvoir quand même assurer une action de formation. Donc, je pense, enfin, maintenant, on n'a que des bons retours de la part et des formateurs et des participants, comme je le disais. Donc, on va aussi se baser là-dessus, on va se baser sur les retours pour développer notre méthodologie et puis continuer finalement dans ce sens-là. Pour moi, finalement, c'est une très bonne chose qu'il y ait eu ce corona. Je vois aussi une question de Marie-Claire. Pensez-vous que le corona était l'occasion de donner de l'élan au télétravail et par conséquent à la téléformation? Clairement,
Je pense que vraiment, c'est une belle opportunité. Finalement, nous, centre de formation, ça faisait un moment comme je le disais, qu'on réfléchissait sur cette méthodologie, sur les formations à distance. Et puis là, ça a fait que accélérer le processus. Et maintenant, je pense qu'on va vraiment pouvoir en tirer des conclusions de tout ça et puis donner des actions de formation plus cadrées et plus qualitatives aux participants. Au niveau des entreprises, est-ce que pour le moment, vous avez des contacts et est-ce que eux, est-ce qu'ils sont demandeurs de ce qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire de ces formations mixtes, ou bien est-ce qu'ils veulent simplement attendre que tout ça soit passé pour revenir au présentiel? C'est quoi la tendance pour eux? Ça dépend beaucoup des entreprises. On a eu quelques entreprises qui sont venues vers nous pour vraiment qu'on leur mette en place de la formation à distance, purement à distance, ce qu'on a pu faire et répondre. Mais il y en a aussi pas mal qui attendent finalement que tout ça passe, que le coronavirus passe, et puis qu'on puisse assurer la formation en présentiel. Je pense qu'il y a encore certains freins par rapport à toutes ces méthodologies-là. Nous, on est tous dans le domaine, donc on voit toute cette évolution. Mais le participant, finalement, on revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il veut finalement que sa formation elle soit moitié à distance ou 80% à distance? Ou est-ce qu'il veut finalement avoir que du présentiel, avoir un certain rythme, pouvoir rencontrer toujours les autres participants, avoir des contacts humains? Peut-être que la formation, l'importance de la formation est aussi là-dedans. Moi, je parle beaucoup d'expérience de formation. Et puis, ça veut dire qu'il faut donner une bonne expérience de formation à quiconque vient se former. Et puis, si on arrive à mettre en place des actions de formation blended learning et que les participants ressortent heureux, contents, ben c'est tout gagné, quoi. Ok. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes en termes d'organisation pour un centre comme le CVPC? Alors, je pense que les Et alors, prochaines étapes… je parle vraiment d'organisation pratique parce on a beaucoup discuté dans mon sous-groupe de comment on allait concrètement faire rentrer les gens en classe, les faire sortir et compagnie. Donc, c'est vraiment des choses comme ça. Est-ce que c'est déjà en route ou bien est-ce que c'est pas encore tout à fait prêt? Alors, c'est même pas du tout prêt. On attend finalement les dernières directives du Conseil fédéral et à ce moment-là, on va pouvoir ajuster le tout. On a déjà planifié des actions de formation durant l'été. Donc, en fonction aussi des directives qui seront émises, on devra respecter certainement certaines règles et peut-être dédoubler les classes, faire des plus petits groupes, assurer les 4 mètres carrés par personne pendant les classes. Et en parallèle, eh ben, on devra continuer à vraiment développer nos outils de formation à distance. Donc, c'est-à-dire la plateforme e-learning qu'on utilise, les outils qu'on utilise pour dispenser de la formation et également donner les outils adéquats aux formateurs pour que tout ça puisse avoir lieu. Ok. Et c'est quoi le conseil ou les conseils que tu donnerais aux formateurs que nous sommes tous, la plupart d'entre nous sont formateurs indépendants, pour bien sauter, je dirais, la vague ou en tout cas en faire partie dans les prochains mois? Est-ce que tu aurais des recommandations à faire? Oui, alors d'un côté, le grand conseil que j'aurais, ce serait vraiment de profiter finalement de cette situation pour tester des nouvelles solutions, pour vous former, vous renseigner sur tous les outils pédagogiques qui existent. Enfin, maintenant, avec Internet, on peut voir plein de choses, on peut aller se renseigner sur plein d'outils. Donc, je pense que vraiment, il faut profiter de ce moment pour aiguiser sa curiosité au niveau des outils pédagogiques que l'on peut utiliser, puis les tester finalement avec, si on a des actions de formation qui sont prévues, les tester avec les participants qui, comme je l'ai dit avant, sont un peu, enfin, comprennent que ce soit pas tout bien réglé. Enfin, ils vont être un peu plus comment dire, ils vont accepter qu'on fasse des erreurs si jamais il y en a du point de vue technologique ou technique. Ok. Je vois une question de Vincent ici.
Au niveau des normes d'Éduquois, est-ce qu'elles vont bouger avec tout ça ou bien est-ce que ça va rester ce que c'est actuellement? Alors, tout ce qui concerne les normes de qualité EDUCAS est en train d'être révisé justement. Donc, j'espère en tout cas que la commission de travail va s'inspirer également de tout ce qui se passe actuellement par rapport au coronavirus pour adapter finalement ces normes qualité aux nouvelles actions de formation qui vont être mises en place. Ça, je l'espère clairement. Ouais. Ok. Ben Blaise voilà, voulait maintenant, dire un mot. oui, Pardon, si Nathan. quelqu'un a des... Vas-y, Je vas-y, crois que Blaise voulait dire un mot. Oui, vas-y. Oui, c'est à propos de la norme EDUQUA. Elle est en pleine révision, hein, pour vous êtes au courant. Théoriquement, on devrait avoir une norme EDUQUA 2021 qui devrait sortir. Je ne sais pas si tous les travaux, là, ça risque de suspendre, de reporter, peu importe. Mais il a été prévu dans la révision de la norme, effectivement, de trouver un espace pour valoriser ou en tout cas évaluer l'aspect numérisation, e-learning. Alors, on parlait d'e-learning, maintenant il faut aller plus loin parce qu'on a le distanciel qui vient d'apparaître, qui vient pas d'apparaître, mais qui vient d'être imposé à quelque part. Mais le but aussi de la norme, c'est d'évaluer, de permettre de faire une évaluation qualitative d'une formation, qu'elle soit numérique ou pas. Donc, oui, la nouvelle norme devrait permettre aux instituts qui ne font que du distanciel, parce qu'il y en a aussi qui ne font que ça, qui font que du e-learning, de s'y retrouver par rapport à la norme, de la même manière qu'un institut qui n'en ferait absolument pas du tout, s'y retrouvent de la même manière. Et un institut comme vous, le CVPC, ou comme nous, Centre Patronal, où on va se retrouver dans des situations hybrides, mixtes, où on va mettre en place du matériel mélangé, je dirais comme ça, mixte, on s'y retrouvera aussi. Donc la norme évolue dans ce sens-là. Ok. Bien, je vois aussi une autre question disant que en présentiel, on demande, c'est Bruno qui pose cette question, on demande 80% de présence, quid du digital et comment ça va s'organiser ce présentiel, cette demande de présence virtuelle? Je pense que et les centres de formation devront adapter leurs exigences et les associations professionnelles également. Par exemple, pour le FSEA, la formation de formateurs d'adultes, un taux de présence de 80% est exigé, mais ce taux de présence actuellement a été revu à la baisse. Donc, il me semble que c'est 50%. Il faut que les personnes suivent 50% de la formation et puissent attester du travail qui a été fait à distance. Donc, ces exigences qui ont été vraies dans le passé devront être, à mon avis, clairement revues avec tout ce qui sera du digital. Ouais. Parce que je vois aussi un commentaire en disant que le digital permet évidemment de rester dans l'entreprise pour travailler, mais effectivement, la concentration n'est pas nécessairement la même. Et donc, il y aura tous ces problèmes de où, quand et de la focalisation des gens vraiment sur ce qu'ils sont en train de faire. Oui, à mon avis, je pense clairement, comme je le disais avant, que le digital ne remplacera jamais le présentiel. Il doit être un complément du présentiel et on doit travailler différemment avec ce digital. Donc, pour ça, il faut développer toute une méthodologie qui va répondre aussi aux besoins des entreprises pour qu'ils aient leurs collaborateurs finalement qui soient plus présents dans l'entreprise, mais également pour les employés, pour qu'ils aient des vrais outils qu'ils peuvent utiliser dans l'entreprise. Et puis que ce soit des choses qui soient personnalisées finalement et individualisées, qu'on se concentre sur ce que les personnes ont vraiment besoin. Et à mon avis, le digital va pouvoir permettre ça, va vraiment pouvoir permettre de donner des outils de manière, de transmettre finalement une certaine matière grâce à des outils digitaux. Mais tout ce qui est finalement du savoir-être et du savoir-faire, ça devra rester à mon avis en présentiel et ça devra être exercé, que ce soit sur la place de travail ou directement dans le centre de formation. Ok. Je vois que Jean-Pierre a une question.
Jean-Pierre? J'avais une question qui a été relayée dans le chat, mais qui maintenant se retrouve tout en haut de la liste, donc je la remonte quand même, pour relever le point de la formation des formateurs, formateurs occasionnels ou formateurs finalement professionnels qui interviennent dans votre centre. Est-ce que vous avez mis à disposition une formation, quelque chose qui a permis aux formateurs de se familiariser avec les plateformes? Est-ce qu'il y avait une procédure que vous avez mise en place pour réagir à la situation? Et puis, est-ce qu'il y aura à l'avenir, eh bien, on parlait de formation continue de Label Educa, finalement, inscrire cette compétence digitale, finalement, dans les prérequis que vous rechercherez à l'avenir pour les formateurs qui travailleront au sein du CVPC ou dans le cadre de l'association Agir? Donc finalement, la situation est arrivée un peu de manière soudaine, hein. On a dû se retourner très très vite. Et puis on a mis, oui, en place un accès sur notre plateforme aux formateurs en expliquant justement plusieurs outils digitaux qu'ils pouvaient utiliser pour mettre en place des actions de formation de manière très simple chez eux, à distance. Et puis que nous, donc ça c'est aussi l'objectif finalement après du CVPC. On a développé maintenant cette méthodologie, toutes ces compétences finalement de formation en digital, tout ce qui est ingénierie de formation. Le but est de prendre formation après formation et de discuter à chaque fois avec l'intervenant et d'expliquer finalement notre méthodologie, de lui montrer ce qui est possible de faire et de l'accompagner dans son ingénierie de formation, dans son plan de formation. Et puis ça doit vraiment se faire encore de pair avec le formateur. Encore une fois, je n'ai pas envie de dire cette formation, on doit avoir par exemple toutes les formations qui soient 50% digitales et 50% en présentiel. Tout va dépendre de la formation. On peut imaginer que du leadership, c'est un peu plus compliqué à mettre uniquement en digital, donc des formations leadership. Voilà, et il y a une question qui remonte un peu de Gabriella, qui finalement relève qu'en tant que formateur, on va certainement être appelé à s'adapter à différentes plateformes. Vous avez cité quelques-unes, je pense que vous avez vos propres plateformes et puis vos collègues de l'association Agir ont les leurs. Donc, ça va demander un certain temps d'adaptation. Est-ce qu'au sein de cette association, vous avez, qui représente l'IFAGE, qui représente différentes institutions, est-ce qu'il y a une discussion par rapport à ces plateformes, une volonté de mutualiser, de regrouper, où chacun fait ce qu'il veut? Alors, au sein d'Agir, on a beaucoup discuté de cette thématique de e-learning, blended learning, ça fait déjà maintenant quelques années. Et ce que l'on voit finalement, c'est que chaque centre de formation a sa vision propre, a sa vision qui lui est propre, a ses valeurs qui lui sont propres, a sa mission qui lui est propre. Et chaque centre de formation est organisé de manière différente et travaille de manière différenciée également. Donc, on avait dans l'idée de mettre en place une plateforme e-learning en commun, enfin d'acquérir une plateforme e-learning en commun, mais toutes les plateformes ne répondaient pas à tous les besoins de tous les centres de formation. Donc finalement, chacun est parti un petit peu sur sa plateforme, sur une plateforme personnelle, ainsi qu'une méthodologie de formation qui lui est également propre. D'accord, donc ce qu'on entend là, c'est qu'il faudra qu'on se forme à différents outils et c'est peut-être là aussi la question du rôle de l'ARFOR, des plateformes qui sont mises à disposition par rapport à l'accompagnement de nos membres pour connaître et maîtriser différents outils. Thierry, tu avais encore des questions? Non, j'ai vraiment épuisé mon stock de questions. Je pense que est-ce qu'il y aura encore un thème quelconque qu'on a abordé dans la première partie qui pourrait faire l'objet de questions? Je n'en vois pas, mais…
Moi, je voulais peut-être juste, si Daniel Caron est OK avec le principe, peut-être l'inviter à prendre la parole. Je vois que dans le chat, il y a quelques questions en lien avec le FFA, donc qui est en pleine réforme du brevet, sans donner trop d'éléments, mais effectivement, cette notion du digital est un point qui est ressorti dans cette refonte du brevet. Daniel, est-ce que tu serais d'accord de nous donner quelques éclairages afin que ça puisse peut-être répondre à l'ensemble des membres qui sont ici présents sur les nouvelles orientations du certificat et du brevet de formateur? Oui, bien sûr. Alors, le brevet va être révisé. Nouveau règlement entrera en vigueur en 2023. Ça veut dire que les contenus et les premières modalités vont être validés cette année. Certainement, en fin d'année, les instituts vont recevoir les nouveaux descriptifs de modules. Et dans ces modules, le digital sera non pas une thématique à part ou savoir s'il faut ou il ne faut pas, mais tous les modules devront avoir du digital de manière immersive. C'est-à-dire que, en fait, il faudra, la question des 80% qui s'est posée avant, en fait, il faudra quantifier ces heures. C'est aussi quelque chose qui est tout le temps dit. Donc, jusqu'à 1/3 des heures de présence, qui compteront comme heures de présence, pourront être faites à distance. Dans tous les modules. Ça veut dire qu'un module de 15 jours FSOA 1, sur ces 15 jours, 5 jours pourront être scénarisés à distance. Et ils compteront dans ce 80% de présentiel. Ça, c'est la logique de base. Ça veut dire qu'on ne va pas dire si c'est nécessaire ou pas. Ça sera vraiment une modalité qui va nous accompagner. Et la question d'être à l'avenir, savoir si on va avoir des formations ou pas, ou j'ai vu aussi dans le Zoom, est-ce que des formateurs qui sont à l'aise en présence seront à l'aise à distance? Je pense que c'est vrai pour tous les métiers de la formation. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans la conception de formation, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le face-à-face. Et à mon avis, on va plutôt aller dans un sens aussi avec cette révision FSEA, dans le sens de ce que fait Simon ou ce que font les instituts qui sont avec Agir, de dire il y a chacun qui a un peu ses points forts et puis il y aura des formateurs qui seront dans des dispositifs hybrides engagés justement pour faire de la distance et d'autres qui seront engagés justement pour faire de la présence parce qu'ils auront des caractéristiques différentes. Et peut-être chaque institut, ça va être aussi une chance avec ces modules où la construction sera un peu différente d'aujourd'hui, où on a module 1, 2, 3, 4, 5 qui doivent tous être faits pour obtenir le brevet. Là, il y aura, sans trop aller dans les détails, il y aura des modules obligatoires et des modules facultatifs. Et pour obtenir le brevet, il vous faudra faire les modules obligatoires plus 1 ou 2 modules facultatifs et avec des spécialisations possibles. Ce qui va dire qu'on va pouvoir, à la place d'avoir pour tous les modules le même travail pour tout le monde, on va pouvoir avoir une validation finale qui va pouvoir porter des couleurs différentes. Peut-être une couleur de plus conceptualisation, peut-être une couleur de plus d'accompagnement individuel, etc. Donc, ça se dirige vers cette orientation-là. Voilà un peu ce que je peux dire actuellement. Et puis, le calendrier, c'est vraiment jusqu'à fin de l'année, les instituts devraient avoir les descriptifs de manière en 2021 à pouvoir créer ces nouveaux modules, savoir lesquels ils veulent proposer. Et là, ça va aller vraiment dans le sens de ce que fait la Suisse romande, aussi pour la Suisse alémanique. Tous les instituts ne vont pas pouvoir, pour des raisons de ressources, faire tous les modules. Et des associations vont devoir être faites pour dire, bah, tiens, on propose en commun.
ou en tout cas, on ne va pas pouvoir proposer tous les modules de formation continue, à part peut-être un ou deux grands instituts. Ça va poser des questions de collaboration qui, à mon avis, vont être positives pour tout le monde. Aussi pour les participants, pour voir d'autres manières de penser, d'autres manières de faire. Et puis pour les instituts qui vont pouvoir se focaliser sur leurs points forts. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Daniel, pour ce complément. Ça répond comme ça à certaines questions. Il y avait juste une question de compatibilité ECTS. Ah, ouais. Est-ce que ça permet peut-être aussi de ôter ce flou qui existe par rapport à ça? Alors, je vais directement dire que jusqu'à il y a 2 ans en arrière, alors que je suis bien implanté à la FSEA, je suis à la Commission romande, j'étais encore pas, mais j'ai toujours dit que cette notion de CTS, c'est de la publicité mensongère sur les brevets, parce que les ECTS, si on prend juste le paysage de la formation en Suisse, c'est des crédits de tertiaire A, alors que les brevets, c'est dans le tertiaire B. Maintenant, il faut reconnaître qu'avec, là aussi, le tertiaire A et B essaye toujours de se manger un peu le public. Et il faut, en Suisse romande, l'Université de Genève reconnaît dans des cursus CAS-DAS des crédits ECTS obtenus en certificat et en brevet de formateur d'adultes pour entrer dans du tertiaire A, et ils font moins de modules pour faire le CAS ou le DAS. Et ces CAS-DAS avec une passerelle permet à terme d'entrer en bachelor. Donc, je connais des personnes que j'ai eues en formation qui ont pu bénéficier de ces ECTS, mais il faut bien reconnaître que c'est vraiment à bien plaire et que ce n'est pas du tout le tertiaire B n'a aucune légitimité pour donner des crédits ECTS. Merci pour cette précision. Et puis, si Blaise a d'autres questions en lien avec ça, je l'invite à te contacter directement. Merci Thierry. Merci beaucoup Simon Frenzen pour votre temps et d'avoir répondu à nos questions. On arrive gentiment au terme de cet Artfor Zoom. François, je te redonne la parole pour la fin. Et puis peut-être, est-ce qu'il y a encore une dernière question qu'on aurait peut-être oubliée et puis qu'on peut encore vous poser, M. Frenzen? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas posé comme question que vous auriez voulu qu'on vous pose aujourd'hui? C'est une bonne question, justement. Je pense que tout a principalement été posé. Encore une fois, je dirais profiter de cette situation pour tester plein de choses parce que, à mon avis, dans le futur, c'est clair que la formation va évoluer. Moi, j'ai une question pour Simon. En fait, une question extrêmement pragmatique. Le 8 juin, on retourne dans les salles. Très bien, on a une formation, on a des groupes, on a des flipcharts, on a moins de monde dans la salle. Très bien, tous les gens doivent avoir 2 mètres, ils se lavent les mains. Bon, bref, tout cela, on le connaît par cœur. Je vois même Isabelle qui lève les yeux au ciel. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que les centres de formation vont dire aux formateurs de faire, de ne pas faire en pratique au-delà de ce que l'on entend tous depuis maintenant 6 semaines? En pratique, donc durant le présentiel, vous dites? Ouais. Vous me posez un peu une colle parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à tout ça. Non, mais on se pose tous la question. Donc, c'est une réflexion collective que l'on peut avoir ici. Hein. C'est vrai, on se dit au fond, alors il y a des cas, tant que le formateur est debout, que tout le monde est dans le U ou sur les différentes tables, la vie est belle, tout va bien. Mais à partir du moment où on veut faire travailler les gens ensemble, on ne peut pas leur dire de se crier, de rester à 2 mètres et de crier. Donc, autour du flipchart, est-ce qu'on va utiliser, on va se dire, bah, tiens, on pourrait le faire en utilisant des moyens électroniques, genre iPad, et puis partage sur un document partagé iPad? C'est une vraie question et je la pose pas forcément, donc je la pose un peu à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour animer, pour faire des travaux de groupe le 8 juin? Je pense que ça va être très compliqué, ça c'est clair. À mon avis, on devra
On devra s'adapter à toutes les nouvelles mesures qui ont été données. Donc, vraiment se désinfecter les mains, essayer au plus possible de garder la distance, peut-être avoir un masque, etc., etc. Et puis, quand on fait des travaux de groupe, on devra vraiment demander aux formateurs de veiller à ce que ces mesures de santé et de sécurité, finalement, durant la formation, soient respectées. Donc, ça va être très difficile parce que, comme une personne l'a dit avant, moi j'ai l'habitude vraiment de m'approcher des participants pour leur serrer la main ou leur demander leur avis, etc. Peut-être que les salles de classe devront être repensées, finalement, la disposition des bancs pour essayer de limiter l'accès qu'on pourrait avoir à d'autres personnes. Pour l'instant, c'est encore flou. J'attends vraiment les dernières mesures du Conseil fédéral du 27 mai pour pouvoir prendre des décisions, car pour l'instant, on va dire, on a d'autres choses sur le feu du point de vue purement apprentissage technologique, plateforme e-learning, etc. Ce que j'ai dit avant, donc on verra tout ça, puis on s'adaptera, on n'aura pas le choix. Non, ce qui veut dire au fond qu'on va se retrouver à créer, à devoir probablement repenser certains cours, peut-être de faire ce qu'on voulait faire en classe, en travail de groupe, de faire en amont, Oui, par exemple. Mais c'est vrai que c'est ce que je voulais amener, en fait. Ça montre toute la difficulté de la chose. Parce qu'on peut dire, bon, ben, le masque, vous ne le mettez pas toute la journée parce que c'est insupportable, mais vous ne le mettez que lorsqu'il y a des travails de groupe. Mais est-ce vraiment suffisant? Et c'est vrai que la complication, c'est que ça change tout le temps. Je veux dire, tout d'un coup, maintenant, on dit que les grands-parents ont le droit d'avoir leurs enfants. Ça nous est tombé du ciel. Tada! Tout d'un coup, illumination. C'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Et voilà, c'est juste ce débat-là que je voulais générer. François, je voudrais simplement intervenir. Moi, ce que je retiens, en tout cas, de ce qu'a dit Simon, c'est peut-être le conseil qu'il nous a tous donné, c'est qu'il va falloir essayer pas mal de choses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et une des choses qui était très intéressante, en tout cas dans mon sous-groupe, c'est qu'on s'est dit, bon, ben, ça dépend aussi des gens, quoi. Donc, on va aussi leur demander quel type d'interaction ils veulent ou qu'est-ce qui leur ferait peur, qu'est-ce qui ne leur ferait pas peur. Et à partir de là, effectivement, faire en sorte de créer avec ce groupe-là spécifiquement peut-être un certain nombre de manières de faire qu'on ne pourra pas utiliser avec un autre parce qu'ils refuseront telle ou telle chose. Donc, on est vraiment dans la découverte et dans la création, comme l'a dit très bien Simon. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de l'intervention de Simon, c'est essayons des trucs et puis en bonne intelligence avec les participants qui sont évidemment le centre de notre attention et puis pour le reste, on verra bien. Merci infiniment Thierry. Merci à vous tous.